Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'histoire. Aujourd'hui, nous allons explorer une année clé de l'histoire de France, l'année 1789. Cette année marque une véritable rupture, un tournant dans le destin du pays, avec des événements qui vont profondément transformer la société et l'organisation politique de la France. Notre étude s'organisera en deux parties, la rupture politique puis la rupture sociale. Allez, c'est parti. Commençons par la première grande composante de cette rupture, la dimension politique. En mai 1789, le roi Louis XVI décide de convoquer les États généraux. Il s'agit d'une assemblée réunissant les représentants des trois ordres de la société avant la Révolution, le clergé, la noblesse et le tiers-état, lequel rassemble la majorité de la population et représente le peuple. L'objectif de cette convocation est de résoudre la grave crise financière que traverse la France à cette époque. Le royaume est en difficulté et le roi espère obtenir des ressources supplémentaires pour couvrir les dépenses. Il est important de souligner que cette assemblée n'a pas été réunie depuis 1614, soit plus de 170 ans auparavant, sous la régence de Marie de Médicis, mère de Louis XIII. Cette convocation marque donc un événement exceptionnel, car elle n'a pas été utilisée en France depuis longtemps, ce qui témoigne de la gravité de la situation et de la volonté du roi de chercher de nouvelles solutions. Ce rendez-vous marque aussi le début d'un processus qui va bouleverser l'ordre établi. À partir de là, les représentants du peuple vont commencer à remettre en question l'autorité royale et à défendre leurs intérêts, ce qui va conduire à la remise en cause du système monarchique en place. Lors des États généraux de 1789, le mode de fonctionnement est particulier. Chaque ordre, le clergé, la noblesse et le tiers-état, votent séparément. Cela signifie que chaque groupe se réunit de son côté pour exprimer ses préférences, puis leurs votes sont comptabilisés séparément. Ce système de vote par ordre a favorisé les positions de la noblesse et du clergé. En effet, ces deux ordres, souvent plus conservateurs, avaient tendance à défendre leurs privilèges et leurs intérêts. Leur voix pouvait facilement bloquer ou limiter les propositions du tiers-état. Quant au tiers-état, qui représente la majorité de la population française, c'est-à-dire les paysans, les artisans, les bourgeois, il se trouve désavantagé par ce mode de vote. En votant séparément, il n'a pas la majorité lors du décompte final, même s'il représente le plus grand nombre de membres. C'est pourquoi beaucoup de membres du tiers-état proposent de changer ce système en adoptant un vote par tête, c'est-à-dire que chaque député aurait une voix, peu importe son ordre. La revendication du vote par tête est un des premiers pas vers la transformation du système politique et vers la revendication d'égalité entre tous les citoyens. Face au refus du roi Louis XVI d'adopter le système du vote par tête, qui aurait permis au tiers-état d'être mieux représenté, les députés du tiers-état refusent de se laisser bloquer dans leurs revendications. En signe de protestation, ils prennent une décision importante. Ils quittent le palais de Versailles. Le 20 juin 1789, ils se rassemblent dans une salle destinée aux Jeux de Paume, un endroit où ils se sentent à l'abri des restrictions royales. Là, ils prononcent une promesse symbolique connue sous le nom de serment du jeu de paume. Ils jurent de ne pas se séparer avant d'avoir rédigé une nouvelle constitution pour la France, qui limitera le pouvoir du roi et établira un régime plus égalitaire. Ce serment marque le début de la formation de l'Assemblée nationale. En refusant de se plier aux ordres du roi, ces députés du tiers-état s'affirment comme représentants légitimes du peuple français. Ils se proclament Assemblée nationale. Ce geste symbolise la volonté du peuple de prendre en main son avenir et de changer radicalement le système en place. Le 14 juillet 1789, un événement emblématique se produit à Paris. Une foule de Parisiens,
excédé par les privations, l'injustice et le pouvoir absolu du roi, attaque la prison de la Bastille. À l'époque, la Bastille était considérée comme un symbole de l'arbitraire royal, car le roi pouvait y emprisonner qui il voulait, souvent sur simple lettre de cachet, sans jugement. L'assaut de cette prison devient un acte de révolte contre l'absolutisme, la monarchie toute puissante et l'arbitraire du pouvoir royal. La population veut montrer qu'elle refuse désormais cette oppression et qu'elle souhaite plus de liberté. Le 14 juillet 1789 est généralement considéré comme le début de la Révolution française. La prise de la Bastille devient un symbole fort de la lutte pour la liberté et l'égalité. Et cette date est depuis lors célébrée chaque année comme la fête nationale en France, même si on célèbre aussi la fête de la Fédération qui a eu lieu l'année suivante. Au fond, peut-être qu'on peut dire que la fête de la Fédération, c'est la première célébration de la fête nationale. La prise de la Bastille incarne en tout cas la volonté du peuple de se libérer du joug du pouvoir absolu et de changer radicalement la société. D'ailleurs, nous passons maintenant à la deuxième partie sur la rupture sociale. Dans la nuit du 4 août 1789, l'atmosphère dans l'Assemblée nationale est très tendue. La pression monte, notamment à cause des révoltes paysannes qui secouent toute la France. Ces révoltes expriment le mécontentement populaire dans les campagnes, face aux inégalités et aux privilèges de l'Ancien Régime. Face à cette crise et à l'exaspération croissante, les députés de l'Assemblée nationale décident, lors de cette nuit historique, d'abroger officiellement les privilèges qui favorisaient la noblesse et le clergé. Ce vote pose donc les bases d'une société plus égalitaire. Les droits féodaux sont alors supprimés. Ces droits étaient des redevances, des services ou des obligations imposées par les seigneurs aux paysans qui vivaient ou travaillaient sur leurs terres. Ces obligations comprenaient par exemple la corvée, qui était un travail gratuit au service du seigneur, ou le champart, qui était une taxe sur la récolte. La suppression de ces droits marque la fin du système féodal, qui était la principale cause de ces révoltes dans les campagnes. Désormais, tous les citoyens deviennent égaux devant la loi, ce qui est un principe fondamental de la Révolution. Désormais, chaque individu, peu importe sa naissance ou sa condition, a les mêmes droits devant la loi. Le 26 août 1789, l'Assemblée nationale adopte la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ce texte établit un cadre idéologique et juridique pour la nouvelle société. La Déclaration affirme des principes universels. Elle pose les bases d'un ordre nouveau où tous les citoyens ont des droits égaux et inaliénables. Ces principes vont inspirer de nombreuses autres révolutions et constitutions à travers le monde, en proclamant que la souveraineté appartient au peuple, donc c'est la base de la démocratie, et que chacun doit être respecté dans ses droits. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen s'inspire largement des idées des philosophes des Lumières tels que John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu et Voltaire. Ces penseurs ont défendu des valeurs comme la liberté, l'égalité, la séparation des pouvoirs et la souveraineté du peuple. Elle s'appuie également sur l'expérience de la Révolution américaine, à laquelle des Français ont participé, qui a montré qu'il était possible de fonder un État basé sur des principes démocratiques et respectueux des droits individuels. Grâce à cette inspiration, la Déclaration établit les principes fondamentaux de la nouvelle société, à savoir la liberté individuelle, l'égalité devant la loi, la souveraineté populaire et la séparation des pouvoirs. La Déclaration proclame plusieurs droits fondamentaux qui appartiennent à chaque individu de manière naturelle et inaliénable. Parmi ces droits, on trouve la liberté, l'égalité, la propriété, la sûreté et le droit de résister à l'oppression. Elle affirme également un principe politique essentiel, la souveraineté nationale. Cela signifie que ce ne sont plus les monarques ou le roi qui détiennent le pouvoir,
mais bien les habitants de la France, c'est-à-dire le peuple qui prend désormais les décisions et a le pouvoir législatif. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que tout a été clair. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.